Aujourd'hui, on sait qu'on est encore, au niveau des discriminations, nourri par toute une série de stéréotypes, de clichés, qui ont vraiment imprégné la culture populaire, y compris le monde du travail, le monde médical. Et tous ces clichés, tous ces stéréotypes, ils ont bien sûr une origine et ils s'inscrivent dans une histoire où on a quelque part construit notre rapport à l'autre et la manière dont on perçoit l'autre, donc celui qui est différent de nous. Et donc, si on retrace un peu l'origine, bien sûr, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, parce que déjà en Égypte et à l'Empire romain, au moment des conquêtes, on allait exhiber, on allait montrer l'autre, celui qui est vaincu, comme un barbare, pour justifier ses conquêtes et imprégner la culture populaire justement de ce rapport à l'autre. Mais les clichés, les stéréotypes modernes qui nous alimentent encore aujourd'hui, on va dire que l'origine, on va vraiment la situer sur la fin du XVe siècle, au moment des grandes découvertes, le Nouveau Monde, Christophe Colomb et le début, petit à petit, des premiers empires coloniaux occidentaux. Et donc, dans ce contexte-là, au moment des grandes découvertes, on va ramener en Occident, on va ramener en Europe des populations étrangères et exotiques pour les exhiber. Au début, ça reste cantonné à des salons privés, ça reste cantonné à l'aristocratie, puisque c'est surtout la monarchie qui va financer ces grandes expéditions. Et ça s'inscrit plutôt dans une forme de curiosité. Donc le rapport de domination à l'autre, il est discret, il est pas forcément assumé. Il y a un rapport de domination puisque dans l'exhibition, l'autre, il est objetisé, donc c'est un objet. Mais on est vraiment plus sur une forme de curiosité. On est curieux de cet autre qui est étrange et qui n'est pas comme nous. Et surtout, si on replace les choses dans leur contexte, c'est pour beaucoup de personnes le seul contact qu'on peut avoir avec cet étranger, puisqu'on ne voyage pas à cette époque-là avec autant de facilité qu'aujourd'hui. Donc ces exhibitions dans des salons privés, c'est pour certains la seule opportunité d'être en contact avec des populations étrangères, exotiques ou des gens différents. Donc on exhibe à la fois ces gens qu'on va ramener des expéditions, mais on exhibe aussi des personnes qui ont des particularités physiques qui sont différentes, donc des nains, des personnes de grande taille, des personnes qui souffrent d'hypertrichose, donc qui sont couverts de poils. Voilà, c'est vraiment le moment où ces exhibitions se font dans le cadre privé et avec cette curiosité et cette domination qui n'est pas encore tout à fait assumée. Et puis, il va y avoir un tournant, en fait, qui va s'opérer, qui se situe au début du 19e siècle, donc 1800-1815, avec une figure importante qui est Saartjie Baartman. Donc, c'est cette femme qui va être ramenée d'Afrique du Sud en Angleterre d'abord et puis en France ensuite pour être exhibée parce qu'elle a des particularités physiques. Donc, si on est sur des termes techniques, c'est la stéatopygie et la macronymphie. Donc, elle a des fesses qui sont tout à fait hors normes et des parties génitales qui sont aussi hors normes, qui sont disproportionnées. Et donc, elle va être exhibée presque nue, d'abord dans les salons privés de nouveau. Donc, on reste toujours dans l'aristocratie, la noblesse. Et le tournant important avec Saartjie Baartman, c'est qu'elle va intéresser le monde scientifique avec ses particularités physiques. Le monde scientifique voit en elle l'aubaine d'avoir accès à ce corps sud-africain sans avoir à effectuer un long voyage coûteux, risqué. C'est là, le corps est directement accessible. Et donc, l'exhibition quitte le cercle privé pour s'ouvrir au monde scientifique. Et petit à petit, ça va également s'ouvrir au public. Et l'exhibition de Saartjie Baartman va prendre une tournure érotique, sexuelle. Donc on est aussi un peu à une intersectionnalité des dominations, puisqu'il y a une domination raciale sur Saartjie Baartman, mais il y a aussi une domination patriarcale. C'est une femme objetisée, sexualisée et la sexualité est vraiment montrée dans toute sa bestialité. Donc on va demander à Saartjie Baartman, par exemple, qui maîtrise très bien l'afrikaans et qui apprend très vite à parler anglais, on va lui demander de grogner pendant les exhibitions pour souligner toute son animalité. La femme est exhibée vraiment en érotisant et en sexualisant son corps et ce sont des clichés qui perdurent aujourd'hui. Mais il y a aussi l'infantilisation de la femme. Et donc c'est normal
que l'homme la domine, puisque la femme est une enfant et donc elle a besoin d'être dominée quelque part. Il lui faut quelqu'un qui la prenne en charge parce qu'elle ne sait pas se prendre en charge seule. C'est un peu ça qui s'inscrit aussi dans ce rapport de domination patriarcale. C'est ce qui freine cette émancipation de la femme, puisqu'on va la montrer comme incapable de s'émanciper. Donc ça, c'est vraiment un tournant important au début du 19e. Et il y a un second tournant important à la moitié du 19e, en 1845, parce que c'est à ce moment-là que Charles Darwin va publier sur l'origine des espèces par voie de sélection naturelle. Alors évidemment, c'est un ouvrage qui fait un tollé à l'époque parce que ça va tout à fait à l'encontre des théories religieuses qu'on appelle le créationnisme aujourd'hui. Donc Darwin dit l'homme n'a pas été créé par Dieu, il est l'évolution animale et il descend du singe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa théorie de l'évolution, Darwin évoque l'idée d'un chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Et le monde scientifique va se saisir de cette idée du chaînon manquant pour partir à sa recherche et celui qui sera identifié comme le fameux chaînon manquant entre l'homme et l'animal, c'est ce qu'on va appeler à l'époque le nègre. Donc, c'est lui qui est considéré plus proche de l'animal que de l'homme. Et il faut se replacer évidemment dans le contexte de l'époque. On est dans un contexte où le monde scientifique est pris dans une frénésie de classification. Donc, il faut tout classifier, le monde végétal, le monde animal, en espèces, en familles, en rangs, etc. Et on va chercher à classifier l'espèce humaine en races. Et donc, c'est là qu'émergent ces fameuses théories raciales et la hiérarchisation de l'homme en différentes races. Et évidemment, cette histoire, elle est toujours racontée avec un point de vue. Et le point de vue, c'est le point de vue de l'homme blanc sur le monde. Et donc, forcément, c'est l'homme blanc qui est au sommet de cette hiérarchisation des races. Et on va placer ce chaînon manquant, donc l'homme noir, on va le placer plus proche de l'animal et vraiment au bas de cette hiérarchisation des races, avec un caractère sauvage, animal, qui a deux dimensions. Il y a le sauvage sanguinaire et dangereux dont il faut se méfier, et puis il y a le bon sauvage, celui dont on n'a rien à craindre, mais qu'on doit éduquer, qu'on doit civiliser. Donc il y a vraiment ces deux notions qui apparaissent à ce moment-là. Le monde scientifique n'est pas forcément un monde accessible au public. C'est-à-dire que quand on est sur ces théories scientifiques, il faut déjà avoir une certaine éducation, une certaine connaissance pour appréhender ces théories et cette hiérarchisation des races. Et donc, ce qui va être un tournant important, c'est les grands spectacles, notamment de Buffalo Bill et de Barnum, qui vont permettre à ces théories scientifiques de devenir accessibles, d'être vulgarisées et d'être comprises et transmises à un public populaire. Et donc, pour contextualiser un petit peu, Buffalo Bill, c'est une sorte d'impresario, c'est un homme d'affaires, on va dire, qui développe un grand spectacle sur le Far West, où il va retracer dans ce spectacle l'histoire de la conquête de l'Ouest et les conflits entre les Indiens, comme on dit à l'époque, enfin, aujourd'hui on dirait les natifs américains, mais les Indiens et les cow-boys. Et donc Buffalo Bill, dans son spectacle, il va montrer les Indiens comme ces fameux sauvages sanguinaires, violents, dangereux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces Indiens, enfin, aujourd'hui on le sait, les natifs américains sont une multitude d'individus, tous différents les uns des autres, qui appartiennent à des cultures, elles aussi, toutes différentes les unes des autres, mais Buffalo Bill va les essentialiser, les homogénéiser et les présenter comme tous pareils. Donc, il va en faire une image qui est une image fantasmée, en fait. C'est une invention. C'est une invention de son esprit et de la projection de son esprit sur les Indiens. Donc, il va les présenter comme tous pareils. Et cette image qu'on a tous de l'Indien d'Amérique, donc sauvage, avec la coiffe de plumes, le tomahawk dans la main, à cheval. Or, on sait aujourd'hui que cette coiffe de plumes, par exemple, elle existait dans certaines cultures amérindienne, mais elle était réservée vraiment à des rites très précis ou à des personnes ayant une position bien particulière. C'était pas une coiffe qui était portée quotidiennement par les natifs américains. Donc c'est vraiment une construction et une façon de présenter les choses qui existe encore aujourd'hui
Si on fait un parallèle, évidemment, le monde du divertissement, il a changé, mais si on regarde la télé-réalité aujourd'hui, rien que le nom télé-réalité dit au public qu'on va montrer la réalité. Or, on sait que la télé-réalité, c'est le monde du divertissement, c'est pas du documentaire. Donc, derrière, il y a une production, il y a des scénaristes et on montre les choses sous un certain angle, mais c'est une invention. C'est ce que fait Buffalo Bill, en quelque sorte. Il fait de la télé-réalité. Il montre un spectacle, mais c'est pas la réalité. Mais une fois de plus, pour les gens qui vont assister à ces spectacles, c'est un premier contact qu'ils ont avec ces Indiens et pour eux, c'est comme ça que sont les Indiens. Ça va être leur construction de l'image de l'autre et de qui est l'autre. Il y a des spécificités pour la Belgique. Déjà, par rapport à Buffalo Bill, il a exporté son spectacle en Europe. Donc, il y a eu aussi cette vision du natif américain. Elle a aussi été exportée en Europe et elle a perduré longtemps. Je veux dire, après, si on regarde des Disney, elle est toujours présente. Après, spécifiquement par rapport à la Belgique, cette construction de l'autre comme d'un sauvage, elle est venue imprégner la culture populaire à travers les exhibitions qui sont entrées dans les expositions universelles. Donc là, on rentre fin du 19e siècle et puis début du 20e. Les grands empires coloniaux vont organiser des expositions universelles. Dans ces expositions universelles vont se construire des petits pavillons pour chaque empire colonial pour exposer la richesse de l'empire, le rayonnement de l'empire à travers le monde et donc aussi les colonies de ces empires. Et donc, la Belgique va avoir effectivement dans ces pavillons des exhibitions de Congolais qui vont être présentés derrière des grilles, derrière des barreaux, comme des sauvages, comme des êtres non civilisés. Le but, c'est vraiment de justifier le pourquoi on va les coloniser, avec une mission civilisatrice. On va leur apporter la civilisation, on va les éduquer, on va les ouvrir au monde. C'est une lourde tâche de civiliser ces peuples et donc quelque part, c'est normal d'exploiter les richesses du Congo. C'est un juste, entre guillemets, un juste retour sur investissement. Puisqu'on va civiliser ces peuples, il faut qu'en retour, on ait quelque chose. Donc c'est vraiment toute une histoire à la fois de domination raciale, mais aussi de domination capitaliste. Et il faut montrer les choses sous cet angle pour pouvoir justifier auprès du peuple ce qu'on fait là-bas. C'est un peu ce qui est véhiculé. Après, on le retrouve moins dans l'histoire des exhibitions, mais c'est tout à fait ce rapport de domination qui est à l'œuvre et qui est toujours sur ces deux plans. On présente l'autre comme dangereux, soit on présente l'autre comme pas capable de. Et c'est toujours ces clichés-là et ces stéréotypes-là qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans les rapports de domination. Qu'on parle de mécanique raciste ou de mécanique sexiste, quand on passe de la différenciation à la péjoration, donc c'est ce moment où les différences vont devenir un marqueur d'infériorité, mais la péjoration, elle se joue sur soit l'autre, il est dangereux et donc c'est normal qu'on le domine, soit l'autre, il n'est pas capable de, et donc c'est normal qu'on le domine. Mais on vient toujours justifier la domination sur un de ces deux plans.